Quatrième, oui. Quatrième anniversaire du podcast Référencement avec l'éternel Sylvain Perronnet. Bonjour Salut Sylvain. Laurent. Salut Laurent. Ça va? Ouais, ça va et toi Bien, oui. pour ceux qui n'ont pas tout suivi, ben oui, tu as été le premier invité. Tout à fait. Tous les ans, on se retrouve donc à la date du 21 décembre pour fêter l'anniversaire du podcast Référencement. Et 4 ans déjà. Et je regardais même l'autre jour, ma première intrusion sur YouTube remonte à fin 2008. Ma première vidéo virale remonte à... Non, fin 2007. Ma première vidéo virale 2008. Et elle est encore là. Si vous tapez Cigare Maniac, c'est moi. C'est pas une vidéo que j'ai réalisée, elle est assez fun. Mais à l'époque, j'avais donc piraté... j'avais pris les vidéos d'un DVD de promo de abanos.sa. Et je l'avais uploadé sur YouTube et ça a fait plein de vues. Mais bon, bref. Donc ouais, là, ça fait déjà 4 ans, quoi. C'est dingue. Avant que tu nous montres tes belles chutes en vélo. Et après, oui, après, je suis parti sur d'autres aventures vidéo. Beaucoup Ça y plus. est tous pour rigoler et se moquer un peu de toi, effectivement. Bah écoute, au final, ça s'est plutôt bien terminé, cette histoire de chute en VTT, puisque je suis sur un gros projet qui implique le VTT, qui implique la vidéo et où je m'éclate vraiment, donc top. Mais bon, on n'est pas là pour parler ni VTT ni de moi. On est là pour passer en revue l'année Perronnet et parler donc de toi, mais aussi de sujets beaucoup plus vastes liés au SEO et à la recherche d'informations au sens large et aux algorithmes. Donc, on s'est quitté le 21 décembre 2015. Tout à fait. Est-ce que tu avais passé un bon réveillon? La fin d'année s'était bien passée? Oui, ça a été une bonne fin d'année. Alors, ça a été plus ou moins compliqué sur certains plans, mais ça a été une bonne fin d'année. Ça a été professionnellement une très très bonne année, de toute façon, globalement, qui s'est entamée à partir de ce moment-là. Et non, ça a été une année très intéressante. Ça a été un peu une année de bascule. Donc moi, j'étais parti de la fac et la dernière fois, donc il y a un an, on avait parlé de mon premier exercice en tant que vraiment seulement entrepreneur. Et depuis, il y a beaucoup de choses qui se sont Juste passées. pour ceux, encore une fois, pour ceux qui n'ont pas suivi, tu avais un statut très confortable de prof de fac, machin, tout très bien. Fonctionnaire à vie, Et voilà, tu as tout largué pour créer un labo de recherche privé. privé. En plus, Voilà, pire que tout, c'est ça. tout à fait. Alors, en plus, j'ai commencé tout seul parce qu'au début, bah, il y a pas, voilà, il y a un peu d'argent parce que j'avais des contacts, quelques affaires, mais voilà. Et depuis, ça a bien marché. Maintenant, on est quatre à travailler, donc trois temps plein sur le labo, et puis il y a mon frère avec qui je bosse qui est parti avec nous. Et donc, oui, non, non, maintenant, on est devenu une petite structure vraiment plus importante. D'ailleurs, ce qui nous permet de faire des projets plus gros. Et ce qui est amusant, c'est que donc, sur cette année 2016, mais moi, je suis sur un exercice à cheval, donc pour moi, c'était un exercice qui avait commencé, voilà, qui était mixte. On a testé beaucoup de domaines d'activité, etc. C'est-à-dire que les gens me connaissent peut-être pour la recherche ou pour le SEO, et on a vraiment brassé très large. Et c'est intéressant parce que comme ça nous a permis de voir beaucoup d'autres domaines, et beaucoup même d'autres modèles économiques. Et donc ça a été de ce point de vue-là une année très intéressante. Bon, malheureusement, tu peux pas parler de la plupart des projets qui sont confidentiels. Voilà. Oui, alors, les projets clients, pour certains, sont confidentiels, pour d'autres, non, hein. Donc, au gré de la discussion, peut-être il y en a que j'évoquerai, quoi. Il y a beaucoup, par exemple, de projets liés au machine learning. Ouais. C'est pour ça que je disais c'est une année vraiment intéressante, parce que c'est vraiment l'année de bascule. Dans tous les secteurs d'activité pour lesquels on bosse, on voit l'émergence du machine learning, mais de manière absolument invraisemblable. C'est même trop, des fois. C'est-à-dire, les gens veulent en mettre là où c'est pas la peine. Mais tout le monde en fait. C'est devenu absolument invraisemblable. Bah, c'est surtout même devenu à la portée de tout le monde. Moi, j'ai acheté le bouquin, en achetant le bouquin de Louis Dorard, Bootstrapping Machine Learning. Il explique tout de A à Z, comment, où aller piocher, dans quelle librairie, qu'est-ce que... Faut après, même sans connaître Python, quoi, hein, tu peux deviner un petit peu. Après, le problème, c'est ça, c'est dès que tu veux sortir de ce que c'est,
disons, de ce que et pour... non, je n'allais pas faire une phrase très française, là. Mais dès que tu veux sortir un peu du cadre du test, dès que le truc n'est pas prévu, là, ça devient forcément beaucoup plus compliqué, quoi. C'est plus compliqué. Par contre, il y a beaucoup de choses que les gens ne savaient pas faire avant qu'ils savent faire. Par exemple, il y a un business qui était très technique à une époque, qui était tout ce qui était trouver. C'était le business beaucoup des gens qui géraient les cartes de fidélité, trouver des recommandations à faire aux gens pour des mailings, etc. Ça, c'était une tâche super technique. Les mecs se faisaient payer des fortunes pour analyser les fichiers clients. Ça, maintenant, les gens sont capables de le faire chez eux en installant R. Voilà, n'importe qui peut le faire avec n'importe quel tuto, quoi. Ouais. Et donc, on voit qu'il y a vraiment une progression quand même du niveau de connaissance des gens globalement, et puis ce qui fait que quand ils font appel à des extérieurs pour faire des nouveaux trucs, ils demandent des choses qui sont beaucoup plus intéressantes. Ça devient intéressant de travailler pour les gens qui font du marketing, par exemple, parce qu'il y a vraiment des demandes très pointues. Il y avait eu un argument qu'on m'avait sorti qui disait ouais mais regardez bon ouais vous peut-être que maintenant vous avez accès à toutes ces technos tout ça mais imaginez-vous bien que de l'autre côté Google et compagnie ben, eux aussi sont montés en puissance et ils ont accès à des trucs auxquels vous n'avez pas accès. Et qu'est-ce que tu en penses? Alors, c'est sur le cas particulier, par exemple, du SEO, c'est vrai que c'est caricatural parce que je pense que chez les SEO cette année, il y a eu vraiment une amélioration du niveau technique absolument vraisemblable avec des outils adaptés. Alors certains qui viennent de chez nous, d'autres, on en parlera tout à l'heure, je pense. Mais le moteur a fait des choix drastiques, notamment avec le passage de machine learning pour la plupart des filtres, etc. Et c'est assez étonnant. Ils sont plus matures que les autres, mais ils sont comme les autres. Ils explorent un nouveau secteur sur lequel ils mettent le machine learning. Donc, ils sont eux aussi en phase de paramétrage. Alors, bien sûr, il y a 4000 personnes chez eux, ou 5000 ou 10 000 qui peuvent bosser. Mais ils sont aussi en train de découvrir. Et donc, il y a toujours une traction pour le SEO à faire des choses. Simplement, c'est plus le SEO d'il y a 10 ans. Il faut que le SEO maîtrise aussi les nouveaux outils. Ouais. Mais il peut apprendre à la même vitesse qu'un ingénieur de chez Google est capable d'apprendre. Si tu peux libérer 20% de ton temps pour apprendre des trucs, tu apprends à la même vitesse que les mecs qui sont chez eux. Par contre, on n'a pas accès aux mêmes ressources de calcul. Et puis, mais par contre, c'est pas non plus de la recherche nucléaire. Je veux dire, enfin, si j'arrive à comprendre certains de ces algorithmes, ça veut dire que c'est quand même à la portée du clampin moyen. Alors que pour le coup, moi je m'en rends compte parce que dans les formations qu'on fait usuellement, il y a une formation qui maintenant commence à réémerger qu'on vendait pas trop au début, qui est la formation qu'on appelle Web Marketing et Machine Learning. Et on a tous les profils comme à toutes nos formations et on explique tous les algos standards de Machine Learning pour faire de la recommandation, etc. Les gens, ils sortent, ils ont compris les algos. Alors je dis pas qu'ils vont les programmer en sortant, mais ils sont capables d'en mettre en place un certain nombre chez eux parce qu'il y a des outils tout faits qui existent aussi pour le mettre en place. Et donc, on voit que voilà, il y a beaucoup de choses qui sont faisables. C'est pas de la grande recherche. Et ce qui est la grande recherche, c'est pour les trucs vraiment super pointus, mais on n'en est pas encore à essayer de reconnaître les gens dans les images comme peut le faire Google, etc. Ouais. Nous, ce qu'on veut, faut pas oublier, c'est faire en sorte que les gens cliquent sur de la pub. Voilà. Et ça, c'est un domaine que tu as... Est-ce que ça remonte à quand, tes premières volontés d'explorer un peu cette histoire de publicité? Alors, en fait, c'est un peu par effet d'opportunité. Donc, c'était il y a un tout petit peu plus d'un an, en fait. Je crois qu'au dernier podcast, on avait dû l'évoquer et on avait créé la société un mois avant, la société The Machine in the Middle, hein, pour ceux qui ont forcément suivi cette aventure, qui va devenir publique. En fait, on va faire les annonces en janvier, là. Parce que voilà, on va sortir de la phase bêta et c'est vraiment un effet d'aubaine, c'est-à-dire qu'avec Thomas Largillier, avec qui je bosse, hein, qui est au X-Lab maintenant, on a trouvé un nouvel algo d'optimisation qui est dit à horizon court, c'est-à-dire qu'il apprend avec moins de données que les autres. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire de cet algo? Au début, on s'est dit, on va essayer de trouver quelqu'un à qui le vendre, etc. Puis à un moment donné, je ne sais plus lequel d'entre nous, probablement au bar un soir, s'est dit mais peut-être ça pourrait servir à faire du placement publicitaire. On s'est dit ah oui, on a réfléchi, oui ça marchait, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va vendre l'algo à une régie pub ou est-ce que on a dit bah non, on va monter la régie pub. Et donc c'est à ce moment-là qu'on a eu l'idée, mais nous on n'est pas du tout du domaine de la pub. On avait un algo, on savait pas quoi en faire. Et alors c'est terrible, c'est un peu comme ils disent, hein, les gens, on prend des cerveaux bien faits et tout ce qu'ils font, c'est essayer de faire cliquer les gens sur de la pub. Et c'est là où on s'est dit, on va essayer de vendre de la pub avec. Quoi. Ouais. Et la phase bêta montre que ça marche très bien. D'accord. Donc, on a un algo de pub qui est sans tracking, on met pas de cookies, on prend pas les IP des gens.
et on a un taux de clic qui est équivalent à ce que font les autres régies publicitaires qui, elles, prennent toutes les données des personnes. Ouais. Bah, c'est en tout cas clairement dans une tendance actuelle. Est-ce que tu ressens le... Alors, c'est difficile en tant que power user hein, de parfois avoir un bon ressenti, mais est-ce que tu penses que l'éveil à l'encontre de par rapport à ces dangers-là, l'intrusion par rapport à la vie privée, est-ce que ça commence à devenir un sujet tendance ou c'est encore un truc de geek? Alors, au niveau de la régie pub, ça attire certains éditeurs parce que ça a aussi des incidences, ça veut dire qu'ils peuvent faire des sites qui sont complètement sans cookies et tout, donc eux, ils peuvent capitaliser là-dessus. Mais moi, je le vois plus au niveau de compte, hein, pour lequel je suis le responsable R&D, quoi, grosso modo. Et là, on voit quand même qu'il y a une traction très très forte. C'est-à-dire que ce discours qui avant était réservé à une espèce d'élite technologique pour qui la vie privée, c'était aussi un certain snobisme, maintenant, la plupart des gens commencent à l'incorporer, mais ne serait-ce que parce que l'actualité montre que voilà, quand on ne préserve pas sa vie privée en ligne, on finit par avoir des problèmes. On le voit jusqu'aux élections américaines, de toute façon. Donc vraiment, il y a des grands faits divers ou des grands événements qui font que les gens adhèrent en masse à certains moments. Et c'est même incroyable. Et surtout, les gens, ça se voit beaucoup au niveau de compte, même si pour eux, ils estiment qu'ils ont déjà perdu cette bataille de la vie privée, ils pensent qu'elle n'est pas perdue pour leurs enfants. Ouais. Et donc, ils essayent d'orienter leurs enfants vers des outils comme ça. Par exemple, c'est assez incroyable de voir le nombre de parents qui, en fait, ils disent super, fantastique, mais en vérité, ils s'en servent pas forcément. Par contre, leurs enfants utilisent Compte Junior. Bien sûr. Et ils n'ont pas le choix. Ouais. Voilà. Ah ouais. C'est très belle réussite ce Compte Junior, je suis vraiment fan, hein. Ça marche quoi. J'ai testé, j'ai vraiment essayé de le triturer et contrairement à Fiddle, c'est ça le truc de projet Google, pas officiel Google, que j'avais réussi à voilà, foutre par terre, enfin en tout cas à faire remonter des résultats qui devaient pas être là en moins de 30 secondes. Moi je le vois surtout, je sais pas si tu remarques, mais il y a de plus en plus de gens qui ont un scotch sur la... Moi j'ai ça. Et mon frère, lui, c'est encore pire, il a un cache amovible qui est fait pour. Donc c'est même pas un scotch. Alors moi c'est pire, c'est que ce poste-là a une cam, mon ordinateur de bureau n'a même pas de webcam. Ah oui, bah voilà. Il est en câble Ethernet, en Ethernet, même pas de Wi-Fi, même pas de webcam, quoi. Donc, et j'ai à peine confiance au Bluetooth et en plus je suis en pleine pampa, donc t'imagines quand je me déplace. Et qu'est-ce que tu penses de ce fameux truc? Alors, ok, si t'as rien à cacher, alors pourquoi se protéger? Mais de l'autre côté, je sais plus qui disait ça, c'est peut-être Edward Snowden ou un mec comme ça qui disait ouais mais c'est quand même aussi en corrélation avec the right to free speech, c'est-à-dire si tu as le droit de tout dire, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire est-ce qu'on pourrait, alors par défaut, puisque tu n'as rien à te cacher, tu peux te laisser espionner. C'est pas vraiment cohérent quoi, enfin à mon avis. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses toi, de ce truc Déjà, je suis de ceux qui disent j'ai rien à cacher. Tout le monde a quelque chose à cacher, moi je pense, déjà, parce qu'il y a des choses avec lesquelles on n'est pas à l'aise. Si personne n'avait rien à cacher, on se baladerait à poil dans n'importe, on s'en fout, quoi. On a tous son niveau d'intimité, etc. On n'a pas forcément envie que tout le monde sache tout. Sinon, les gens mentiraient pas autant, d'ailleurs. Ouais. Donc, je sais plus combien de fois en moyenne par jour. S'ils avaient rien à cacher, pourquoi ils mentiraient? Voilà. Et puis, de toute façon, il y a des gens qui autour de moi peuvent avoir des choses à cacher, et le fait que tout le monde cache, que la vie privée soit par défaut respectée, fait que on se pose pas la question de savoir qui a quelque chose à cacher et qui n'a rien à cacher. Et en plus, moi, je ne sais pas ce qui est important pour les gens qu'on ne connaît pas. Il y a des choses que je pense être, c'est pas grave si elles sont publiques, et peut-être pour d'autres, en fait, c'est des informations qui pourraient faire qu'ils ont un comportement bizarre avec moi. L'exemple typique, hein, c'est en ce moment, on a vu pas mal de trucs sur les propos sexistes et homophobes sur le web. Dans certaines communautés, on va dire que voilà, le fait de savoir qu'un tel est homosexuel ou pas, on s'en contrefout. C'est le cas, je pense, dans la plupart des endroits en France, et des endroits pour lesquels, visiblement, c'est pas si simple. C'est clair. Et même dans le temps, il y a quelque chose dont tu peux avoir rien à foutre aujourd'hui et qui pourra te gêner plus tard, quoi.
exactement. Bah, c'est comme les jeunes qui sont pris en vidéo en train de faire l'hélicoptère sur une table pendant une soirée arrosée. Exactement. Exactement. Heureusement qu'à mon époque, il n'y avait pas encore de smartphone et tout ça, quoi. Il n'y a pas de traces. Donc, bon, la publicité, donc là, ça, donc gestation plus d'1 an. Voilà, et donc là, on arrive au moment où ça va devenir public. Donc, ce qu'on va, la chose qui est déjà la bêta, on l'avait montré avec que du web, etc. On va faire du display standard, hein, de la publicité display comme on en rencontre partout, et on va sortir un produit qui est connu par ailleurs, mais une version sans tracking en même temps, fin janvier, début février. Je peux pas dire exactement quoi ça, mais c'est relié à la préconisation de contenu. Mm. Et là, je pense que ça va faire un peu voilà, Ouais. ça va faire parler. Mais en tout cas, toi, tu crois qu'on peut faire du marketing, entre guillemets, dit éthique? Moi, je crois qu'on peut le faire, et je pense que de toute façon, à un moment donné, on n'aura pas le choix, et donc il vaut mieux se doter maintenant des outils qui permettent de le faire. À vrai dire, même s'ils étaient un peu moins efficaces, de toute façon, à un moment donné, je pense qu'il y aura un retour de bâton, et on sera obligé d'utiliser ces outils-là préférentiellement à d'autres. Ouais. Quand on voit que la communauté européenne commence à dire, voilà, on va interdire les cookies dans les régies publicitaires, etc., il y a des discussions comme ça, on dit, bah, ceux qui n'ont pas l'outil au moment où la décision est prise, ils sont bien marrons, quoi. Et donc là, il faut se doter des outils avant. Donc nous, on les aura. Donc on voit des opportunités à ces endroits-là, mais je pense que c'est très important et de toute façon, je pense qu'on n'y coupera pas parce qu'à un moment donné, le tracking tel qu'il est fait actuellement, c'est vraiment, c'est jusqu'au bout, quoi. Donc là, on est littéralement dans le t'as rien à cacher, c'est-à-dire que les régies publicitaires, des fois, ça savent plus de choses sur toi que toi-même. Bien sûr. Il y a des comportements qu'on a dont on n'a pas conscience que eux connaissent. Bah, il y a le fameux truc de Facebook qui peut deviner si tu as le cancer avant que toi-même tu sois diagnostiqué simplement avec tes recherches et ta manière de parler de certains trucs, quoi. Voilà, alors ça, c'est les cas extrêmes, mais même tous les comportements, voilà, comportements de boisson, de Ouais. fête, amoureux, etc. On n'a pas forcément conscience de comment on est. Par contre, on passe, les gens l'ont, ouais. De, est-ce que tu penses aussi que la publicité va devenir quasiment obligatoire, ou en tout cas que quand on a un projet web, il va forcément falloir déployer certains budgets qui n'étaient pas prévus auparavant. On pouvait avant lancer des projets purement sur du SEO, quoi. Est-ce que tu crois que ça sera encore possible? Je pense que ça va être de plus en plus dur, hein, surtout qu'on a quand même de plus en plus l'émergence des très grosses plateformes euh, font que le trafic circule beaucoup par ces plateformes préférentiellement. Et alors, ces plateformes, sur certaines, on sait faire du SEO, hein, sur YouTube, on sait faire du SEO parfaitement, etc. Enfin, parfaitement. Voilà, on peut faire des choses. Sur d'autres plateformes, c'est plus compliqué. Si on pense à Facebook, bien sûr, on peut faire des choses, on peut truander, on peut faire des fake news, mais voilà, c'est plus difficile de driver vraiment du trafic. Et donc, je pense qu'à un moment donné, le, la vision publicitaire de l'apport de trafic, simplement, elle est plus facile et moins coûteuse. C'est un peu le côté obscur de la force, quoi. Et puis même quand on voit l'essor du voice search, par exemple, ou du predictive search, ça sera quand même vachement plus facile de payer que Tout à fait. d'optimiser pour voice search Ouais, ou predictive search. bien sûr. Ça me semble évident, hein, parce que ouais, je me suis tracassé pas plus tard qu'hier sur le sujet et j'ai pas trouvé beaucoup de littérature, mais pourtant la réalité elle est là, quoi. Tout le monde commence à. Comment tu fais? Déjà que le truc il marche pas super bien, tu vois, pour répondre à ta requête, mais toi en plus il va falloir que tu t'arranges pour être là. Donc c'est encore un petit peu boiteux, quoi. Mais c'est là, hein, pourtant les gens utilisent massivement la voix de plus en plus, quoi. Ah oui, oui, de toute façon, j'ai dit un article ce matin, je sais plus, c'était de Frédéric Cavazza, je crois, sur l'essor de la plateforme mobile. Donc, le premier écran est forcément mobile, quasiment maintenant. Derrière, au bout d'un moment, les gens en auront marre de l'écran, donc ce sera de toute façon vocal. Ouais. Et sinon, je veux dire, quelque part, si on remonte aux années 80, l'anticipation, les interfaces, elles étaient vocales. Ouais. Les gens avaient aucune idée de ce que seraient les interfaces, et ce qu'ils disaient, c'est que le truc naturel, c'est de parler à la machine. Bien sûr, c'est vrai. Alors par contre, c'est amusant parce que si on lit l'article que Zuckerberg a fait là, par rapport à son projet de l'année Jarvis, il dit que lui, il préfère l'interface par texte.
Donc il envoie des SMS ou des messages à son truc, mais c'est aussi parce que voilà, il était tout seul, même s'il est très intelligent, il a fait un travail d'amateur sur ce truc-là. Ouais. Parce que quand c'est ses équipes au complet qui bossent, ça donne pas le même résultat. J'imagine. Ah oui, non, c'est intéressant ce que tu dis, parce que on a effectivement été doté d'un clavier et d'une souris, mais ça, on a dû s'adapter. Et on voit bien, je sais pas si t'as, moi j'ai, avec le nouveau MacBook Pro, là, cet énorme trackpad, on voit bien là, que quand doit s'habituer à une nouvelle technologie, et après le retour en arrière est horrible, mais le temps d'adaptation, waouh, enfin là il y avait un problème avec la paume, ça fait un clic droit, tu vois, et bon bref. Mais oui, oui, on est habitué à des interfaces qui en fait sont terriblement mal foutues, quoi. On nous a mis entre des pattes. C'est toujours pareil. C'est ces foutus ingénieurs qui inventent des machins, mais ils sont pas très calés en fait en comment ça s'appelle la science de comment les humains sont foutus, quoi. Mais moi, pendant des années, j'avais des tendinites terribles, par exemple. Ouais, Souris, le clavier, etc. Donc, il a fallu tout un travail pour que ça fasse un truc pratique. J'ai jamais eu de tendinite de la langue. d'accord. Là, donc, Bon, dis donc, on s'égare là, parce ouais. que on était donc parti de la pub et on est maintenant sur les interfaces utilisateurs. Mais si on revient au projet, donc en même temps que la pub, on avait lancé. En fait, ce qui est intéressant par rapport à ce truc de pub, par rapport à ce qu'on fait chez nous, c'est que c'est à partir du moment où on a lancé ce projet de pub, qui est une spin-off, on a pris la décision en parallèle de changer un petit peu de point de vue et de faire beaucoup d'outils pour créer du revenu récurrent pour financer nos recherches en fait. Donc de prendre en main un peu la destinée du labo pour en faire un vrai think tank et de dire bah, on va essayer de proposer nos idées au monde plutôt que d'être toujours en prestation. Bien sûr. Donc on a fait plusieurs outils. Alors, il y en a un qui est connu maintenant, je pense, c'est Your Text Guru, qui est un outil d'aide à la rédaction, qui est fait avec Benoît Chevillot, Frédéric Bobet et puis Guillaume. Voilà, qui évolue, qui marche plutôt pas mal. Je pense que les résultats sont très propres maintenant, qui va bientôt exister en anglais. Il va y avoir des outils autour qui vont être développés qui sont, je pense, indispensables pour les gens qui font du contenu. Donc, vous allez découvrir des choses dans les prochaines semaines. Là, je parle des trucs, c'est dans le prochain mois. Ce sera vraiment de très grosse nouveauté dessus. Et puis aussi, on a décidé de faire beaucoup d'outils en B2B. Si vous êtes une agence SEO, alors il y a un outil, je ne peux pas trop dire ce que c'est, mais c'est un outil qui fait du machine learning pour analyser des sites web pour les agences SEO essentiellement. Si vous êtes une agence, que vous avez des besoins de ce type-là, contactez-nous. Nous, on a déjà des outils qu'on vend à des clients business. Donc on s'affranchit un peu de la clientèle qu'on avait d'habitude, qui était le end user, et de plus en plus, on travaille avec des agences ou des très grands comptes. Arrêtons-nous sur Your Text Go. Ouais. Donc, c'est sans doute l'outil d'aide à la rédaction le plus poussé dans le sens où il te donne un véritable template à suivre assez précis. Avec, te dit dans le titre, tu dois mettre tel mot-clé, en tête, paragraphe, machin, tout ça. Et ça a été pareil, hein, ça a été combien de mois de gestation, ça? Ça a été assez long. Alors, oui, alors, je ne sais pas exactement le nombre, il faudrait demander. C'est Benoît qui tient plus les comptes. Ouais. Je pense Mais il me semblait que c'est. Enfin, ça a été. Bref, le développement, c'est long, quoi. à mon avis, ça doit être de l'ordre de l'année. Ouais. Alors le truc, c'est qu'en plus, moi, il faut savoir quelque chose, c'est à chaque fois que j'annonce quelque chose, alors maintenant, Benoît et Fred, c'est la première fois qu'on bossait ensemble, ils ont compris, hein, ils multiplient par 2 ou 3 le temps que j'annonce, à chaque fois. Mais oui, c'est très long. En fait, c'est très long parce que il y a le temps de design algo, etc. Mais en vérité, quand on en est à designer l'algo, souvent les idées ont été déjà mûries pendant plusieurs mois. Donc, on va dire que c'est un temps qui est gratuit, parce qu'à un moment donné, on dit tiens, on fait un algo. Hop, voilà, on fait l'algo. Et après, derrière, bah oui, il y a la réalité de la pratique. Hein. Pour Your Text Guru, ça s'est plutôt bien passé en plus, parce que finalement, les algos qu'on a mis au point étaient réalistes par rapport à la pratique. Il y a des fois où c'est pas du tout le cas. Il y a des projets qu'on a complètement abandonnés à cause de ça. Alors, Your Text Guru part à l'assaut de l'anglais avec toute la famille Cocon Sémantique. Tout à fait. Mais j'ai eu une réflexion, moi, tu sais, avec ces histoires de European Search Awards, je suis amené à rencontrer vraiment des gens extraordinaires du monde entier du milieu du search. Et je réalise que les mecs, on est les seuls
ok, les seuls au monde, comme d'habitude, à faire nos trucs d'abord en français et après en anglais. D'accord? Mais c'est même un truc de ouf parce que donc moi cette année, on a eu des clients à l'international, donc ça représente à peu près 20% de notre chiffre d'affaires, je pense, ou peut-être un peu plus, et notamment en Allemagne. Et comment j'ai rencontré les gens en Allemagne? Ben, c'est suite à un exposé qu'on aurait dû faire ensemble, mais il y avait les grèves de train, on n'a pas réussi à arriver jusqu'à la Décidément, les grèves de train et... Ouais, c'est vraiment terrible. Et donc cet exposé qui était à Hambourg, je crois, et dans la salle, les gens découvraient qu'en France, on savait faire des trucs. Et aussitôt, les mecs, après, mais à peine j'avais fini, je sortais du truc pour aller prendre un café, les mecs me sautaient dessus, ah ben on veut bosser avec vous, etc. En Allemagne, personne ne fait ça, comment on fait, etc. Et donc, on a eu plein d'affaires avec ça. Oui, en Mais plus, attention, hein, c'était pas des clampins, c'était déjà du high level dans la salle. ah oui, C'était. oui, c'est des gens, voilà, la boîte pour laquelle je pense qu'on peut pas dire Ouais. mais c'est un pure player qui appartient à un groupe Euh, multinational. Non? des maîtres du monde, voilà. Voilà, c'est ça exactement. Au moins de l'Europe, en tout cas. Ouais, Voilà. ouais. Et voilà. Voilà, j'ai fait une prestation pour eux. Enfin, on a fait une prestation qui mêle machine learning et SEO pour eux. C'est une boîte, ils ont en SEO 70 personnes à demeure. Pas une personne chez eux ne connaissait les outils qu'on utilisait. Oui, mais même eux raisonnent d'abord en anglais. Tout le monde raisonne d'abord, fait d'abord le truc en anglais. On est Tout les à fait. seuls. Ah, Regarde, ah oui. il y a même des trucs. Comment il s'appelle le machin de curation de contenu là, qui sont à Toulouse, les gars? Eloquent. Non, non, C'est- non, pas Paper.li, un autre dans ce genre là. Bon, un truc comme ça là, et les gars sont à Toulouse, mais tu regardes le Toul, enfin, il n'y a aucun indice, quel qu'il soit, que ce soit français. Et c'est un des rares comme ça, et eux, ils n'ont aucune envie de développer d'ailleurs en français, mais bon, le nom me reviendra. Mais ouais, on a cette foutue tendance à rester dans sa zone de confort, alors que c'est le même boulot, mais le marché, il est au minimum 10 fois plus gros. Mais je pense que la plupart des sociétés françaises se satisfont du marché français, en fait. Ouais, mais là, on n'est pas dans. Nous, on est quand même sur un territoire qui Ouais, s'appelle Internet. bien sûr. Surtout nous, en tant que professionnels du web, on ne peut plus raisonner en termes de frontières comme ça, et en termes de. Je trouve que c'est. Ouais, non, c'est. Je me suis un peu tapé la tête contre foutu des baffes moi-même, quoi, parce que en disant, mais bon sang, mais c'est bien sûr, qu'est-ce qu'on est idiot de Ah, vouloir raisonner comme ça. en plus, c'est terrible, par exemple, si on regarde pour les outils de contenu globalement, analyse, aide, etc., que ce soit l'anglais ou le français, ça se travaille de la même manière. C'est des langues qui ont les mêmes racines, voilà, il y a des mots même en commun, etc. Donc c'est les mêmes techniques. Je Donc, en pensais même fait, que l'anglais était un petit peu plus facile à traiter, parce que plus mieux c'est calibré, quoi, mieux voilà, cadré. des opérations plus faciles, comme la grammaire est plus constante, par exemple, la Ouais. lématisation, enfin la racinisation en anglais mais est plus facile, etc. Donc il y a plein de choses plus faciles, enfin le stemming, si on veut le dire à l'anglaise, voilà. Et c'est incroyable parce qu'en vérité, c'est le choix entre un marché, je sais pas, de niveau 1 et l'autre, c'est peut-être il y a 150 fois la même surface de marché, quoi. D'ailleurs, ça se voit vachement dans la pub, hein. Les CPC Mm. moyens en US sont beaucoup plus hauts que les CPC moyens dans toutes les autres langues. Parce que n'oublions pas en plus que l'anglais, ça touche plus que les gens qui sont dans des pays anglophones. C'est tout le monde. C'est-à-dire, Ah bah, c'est tout le même monde. les Français peuvent utiliser des outils anglais, quoi. En Et anglais. puis, il y a des pays anglophones qui sont énormes. Alors, bien sûr, qui ont un pouvoir d'achat plus faible sur le papier, mais quand on pense à l'Inde, l'Inde, c'est 1 milliard de personnes et une des langues officielles, c'est l'anglais. Ouais, Alors, bien sûr, c'est pas les mêmes niveaux de vie, donc il y a moins d'argent qui circule, mais ça fait quand même du marché, hein, puisqu'ils se servent des outils comme les autres, hein. bien sûr. Oui, non, c'est assez impressionnant. Et moi, honnêtement, je sais pas, j'étais complètement passé à côté du truc. Alors, je comprends quand on ne maîtrise pas très bien l'anglais, mais quand on est bilingue, comme je Je suis, pense que c'était naturel quand on se souvient de la période qui va de 2004 à 2006-2007. Il y avait déjà tellement d'argent. Euh, c'était déjà tellement facile et que c'était pourquoi se faire chier alors que ça tombait tout seul. Mais je pense que maintenant, c'est bon. Donc, voilà, on va bon. aussi là où est le marché, hein. Oui, non, puis là, c'est un sacré nouveau challenge aussi. Moi, quand j'ai pas de challenge, je m'ennuie. Et quand le train-train m'ennuie. Donc là, c'est vrai que de repartir sur un nouveau
territoire où je suis complètement inconnu. Et j'ai vraiment aussi envie de relancer cette histoire de French Touch SEO, le French Spirit, notre savoir-faire. On a un véritable savoir-faire, des fois bien, surtout sur les outils d'analyse sémantique. On les met, mais on est à des années-lumière devant eux. Enfin, pas des années-lumière, mais il n'y a rien d'existant et de comparable, quoi. C'est amusant de voir aussi quelle naïveté ils ont. Et puis, il y a des trucs qui sont même. Par exemple, il y a plusieurs personnes. Donc, nous, on utilise beaucoup R. Donc, il y a tout un courant de pensée maintenant sur l'utilisation de R pour le SEO. Il y a un script qui tourne qui est fait par un des grands noms américains qui fait du R pour calculer le PageRank interne. Mais visiblement, le mec ne sait pas ce qu'est la balise nofollow et son application sur le PageRank. C'est-à-dire le calcul que fournit son script est faux. D'accord. Voilà, et ce qui est incroyable, c'est que personne ne corrige, parce qu'en fait, il est le seul, visiblement, là-bas à savoir faire. Donc, tout le monde utilise son truc, et donc tout le monde fait un truc faux. Je sais pas, est-ce que tu as vu la démo de l'outil de Topical Keywords dans la suite de Moz? Non, je n'ai pas du tout regardé. Ah, mais c'est à mourir de rire, quoi. Enfin, ouais, non, c'est risible, quoi. C'est même pas très sérieux. Bon, là, je pense que tout leur outil, déjà, c'est un petit peu une catastrophe. Mais ça, déjà, pour le trouver, il faut le trouver. Mais en plus, oui, enfin, c'est là où on était il y a 2 ans, quoi. Mais après, il y a toujours un problème de maturité du marché, parce qu'en France, si les outils d'analyse sémantique, par exemple, qui est actuellement en France, s'ils étaient sortis il y a 3-4 ans, je pense que voilà, ça n'aurait pas du tout marché. Là, c'était le moment, quand même. Alors, le 2016, quand est-ce que je suis venu à la masterclass à Bordeaux? Ça doit être 2013, je pense. 2013? Ou 2014. 2014, probablement. 2013, c'était les premières, donc ça doit être 2014. Toi, c'était une journée ou 2 jours? C'était une journée? Une journée, oui. Donc c'était 2014. Donc, 2 ans, presque, ouais. De toute façon, t'es venu en même temps que Jérôme. Ouais. Et donc, c'est là où les premiers outils ont commencé à... Ouais. L'idée est née, effectivement, de Visiblis, est née à Bordeaux, à la masterclass des frères Perronnet. Je pense que c'est le premier à avoir lancé un développement. Et puis aujourd'hui, il y en a même des trucs qui naissent et qui meurent sans que j'ai même eu le temps de les voir passer. Je sais pas, il y avait par exemple un plugin PrestaShop d'optimisation pour le cocon sémantique, alors que j'ai jamais dit que le cocon sémantique s'appliquait à un catalogue. C'est plus du siloing là, que du cocon sémantique. Et en fait, ce plugin, il est apparu, il a disparu. J'ai même pas eu. Enfin voilà quoi, il y a des trucs extraordinaires. Il y a des. Il y a même on en a parlé, je sais pas si j'ai le droit d'en parler, je sais même pas s'il a rendu public, mais il y en a qui ont même fait de très grosses levées de fonds pour des outils d'analyse sémantique. Donc il y a un véritable courant. Est-ce que c'est pas nous. Je vais dire que c'est pas nous. Malheureusement pour toi, ce n'est pas toi. Voilà. Mais ça va venir, ça va venir. Parce que ça devient quand même une bonne pratique, quoi. On n'est pas dans les rustines, on n'est pas dans les astuces, on n'est pas dans des choses à court terme, des petits trucs qui marchent, machin. C'est quand même fondamentalement une bonne chose, quoi. Nous, maintenant, on commence à voir l'historique. Hein. Il y a eu plusieurs dizaines de milliers de générations faites avec Urtex Guru, donc on commence à avoir de la data. On va sortir une vraie étude pour voir si ça marche pour le positionnement. Parce que c'est important pour l'instant, nous, c'est notre côté pas très marketing et plus scientifique. On ne voulait pas faire d'études sur des données qu'on n'estimait pas suffisantes. Maintenant, on va avoir le volume. Donc, on va pouvoir dire si oui ou non, effectivement, ça aide au positionnement de manière certifiée scientifiquement, quoi. Un peu comme dans les pubs, c'est une science, ça marche. C'est important parce que c'est souvent ce qu'on nous dit. On dit on sait pas trop, voilà, vous nous dites de faire ci, de faire ça. Alors, bien sûr, les gens qui connaissent un peu disent oui, bien sûr, ça va marcher, mais c'est bien d'avoir une preuve. Ah ben là, la preuve sociale, la preuve scientifique fait partie du discours marketing. C'est même mon point numéro 3. La preuve, fausse solution. Non, pardon, promesse, fausse solution et preuve. Voilà. Il faut pouvoir amener quelques chiffres, quelques données, ça rassure. Et puis, je pense aussi que c'est normal dans un domaine où là, on est un peu quand même encore en exploration. Et les gens nous font beaucoup confiance, hein, c'est vrai, et aveuglément même, c'est assez surprenant.
Mais plus ça va s'élargir et plus va y avoir de gens qui sont pas forcément aware, quoi. Mm. Parce qu'au départ, moi je disais, mais tu sais, le truc de ouais, il faut que ton concept, comme une start-up, il faut que tu as une grand-mère ou un élève de CP puisse le comprendre. Moi je suis pas tout à fait d'accord, j'en ai rien à faire qu'un élève de CP comprenne le cocon sémantique, tu vois, Mm. ou ma grand-mère. Mais petit à petit, oui, il va falloir quand même de plus en plus vulgariser, puisque ça doit devenir quelque chose à la portée de tout le monde. Mais là c'est même peut-être plus mon rôle à moi, quoi. Ça, c'est Euh, d'autres qui reprennent le flambeau. Juste quand même, histoire d'être équitable, hein, il y a deux outils qu'on n'a pas du tout mentionnés, mais qui sont tout à fait valables, hein, qui sont les métamos de Christian et 1.fr de Pierre-Yves. Quand même, je tenais à le dire pour pas avoir l'air de trop tirer la couverture à moi. Mais ils auront Voilà, ils ont mais leur podcast aussi. voilà, non, non, mais je veux pas. Non, écoute, oui, la famille cocon sémantique, c'est très simple, hein. Il y a les Perronnets, il y a Jérôme Rossignol, donc Visiblis, il y a Pierre-Yves de 1.fr, il y a Christian Moline des Métamos, il y a Sylvain Doré et Guillaume. C'est Guillaume, le Moussel? Christian, Christian, Christian. putain, pourquoi je sais pas Et pourquoi. avec nous sur Utex Guru, il y a Frédéric Et Bobet. Frédéric Bobet, voilà, et Benoît Chevillot. Voilà ce que j'appelle la famille cocon sémantique. Après, il y a d'autres gens qui font d'autres choses, mais qui font pas partie de cette famille. Ça n'empêche pas qu'ils peuvent faire des trucs très très bien et tout ce que vous voulez, mais ils sont pas validés par ni toi ni moi, ni on n'a rien à voir là-dedans, quoi. Alors que tout ça, tous ces outils qu'on a mentionnés, on a quand même un petit peu, enfin, ça a été pas mal d'échanges, de Un choses. petit peu ce qui se passait chez les autres. Ouais. Cocon.se aussi, hein, quand même, les visualisations de Cocon.se ont été ont un peu bouleversé, ont vachement contribué à cette visualisation, a quand même vraiment permis aux gens de voir que, ouais, effectivement, il y avait des choses qui étaient cassées et qu'on pouvait les réorganiser, et les arranger et que c'était mieux, pas Et, que simplement visuellement, mais aussi. et d'un point de vue technique, hein, c'est par Sylvain Doré et Christian Lemoussel un excellent travail sur des méthodes de crawl novatrices. Vraiment. Ouais, ouais. Donc il y a un vrai, c'est-à-dire que bien sûr il y a un résultat, etc. Mais il y a un vrai beau travail technique derrière en plus. Je veux dire, c'est un Mais bel ouvrage. c'est même pas un beau travail, c'est un travail de fou furieux ce qu'ils ont fait. C'est un truc démentiel, quoi. Il n'y a rien de ce qu'on a mentionné jusque-là qui n'est pas beaucoup de travail. Oui. Voilà. Ouais. Mais, Ça, il faut que les gens s'en rendent compte, hein. C'est toujours beaucoup de travail de faire ce genre d'outil. mais on est parti de Gephi. Mm. Tu te rends compte que tout était les visuels, on n'avait rien d'autre, donc il fallait bien faire avec. Mais quand on voit, quand on compare ouais, je me rappelle, oui, bah, dans tes masterclass, on voyait bien, tu m'as appris à manipuler Gephi, quoi. Mm. En fait, Gephi, c'est bien quand c'est toi qui le manipule. Mais après, dès que tu veux faire une démo, dès que tu veux montrer quelque chose à quelqu'un, c'est atroce, c'est injouable, quoi. C'est ça le Moi, problème. chez nous, c'est Guillaume le spécialiste pour Gephi. Ce qu'il est capable de faire avec, moi je suis incapable. Ouais, C'est- non, c'est un c'est- super ouais. outil pour toi analyser des trucs quand tu le maîtrises. Mais ensuite, Ouais. c'est pas trop montrable, quoi. Voilà, c'est ça le problème. Tout à fait. Donc, Your Text Guru, ça aussi, donc la next step là, c'est l'international. Le tools marche bien, c'est même assez bluffant. Quel conseil tu donnerais pour pour un rédacteur qui voudrait s'y mettre? Parce que il y a une phase d'apprentissage un petit peu. Tout à fait. Alors, il y a deux courants de pensée en plus. Il y a les gens qui utilisent les guides simples. Donc là, c'est vraiment pour faire un texte, on prend les mots, on les met dedans. En fait, c'est très guidé et c'est plutôt pour faire de la rédaction un peu kilométrique, on va dire. Et après, il y a pour les gens qui veulent vraiment faire des textes ultra optimisés, c'est ce qu'on appelle les patates. La Donc patate. là, on fait tout le champ lexical. Oui, parce que c'est comme ça, on fait des textes qui ont la patate. Ouais, voilà. Chez nous, du marketing, hein. Voilà. Donc là, on va sortir d'ailleurs des outils périphériques d'accompagnement un petit peu à la rédaction quand on a des patates et tout. Mais la patate, c'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment l'outil pour les SEO. Il y a tous les mots importants. Et après, l'arbitrage, bah, c'est le SEO qui décide ce qu'il met, ce qu'il met pas, voilà, pour flirter avec la limite du moteur. Mhm. Et donc, ça reste des outils d'aide. Ça ne se, je vais y arriver, substitue pas au rédacteur. On ne fait pas de génération automatique de texte. Alors, on pourrait en parler longtemps. C'est un graal, la génération automatique de texte. Les gens qui font du spin disent qu'ils génèrent automatiquement du texte. Non, le spin, c'est aussi un outil d'assistance. Ça automatise la création de texte, mais à partir d'une donnée humaine.
Et donc, le Graal de la rédaction 100% automatique sans rien faire, pour l'instant, nous, je connais beaucoup de gens qui travaillent dessus, surtout avec les nouvelles méthodes, deep learning, etc. Pour l'instant, c'est pas encore ça. Il y a des trucs qui marchent sur base de templates, notamment pour rédiger les articles de sport, là, les résultats sportifs, des choses comme Voilà. ça. Ça fait un petit moment, Il y a quoi. des boîtes comme Synapse, hein, qui est une boîte qu'on voit assez souvent dans les conférences, qu'on voyait assez souvent à une époque dans les conférences SEO, qui a travaillé pour Le Monde, par exemple, je crois, pour les résultats des élections et tout. Ils font du template, ils intègrent de la donnée dedans, il y a un peu de réécriture, ça marche assez bien, mais c'est pas de l'écriture libre Ouais. générée de 100% automatiquement. Le rêve du truc automatique, c'est de dire, voilà, regarde tel blog, regarde, je parle à la machine, hein, regarde machine, voilà un blog écrit par Laurent Borelli, écris-moi des posts à la manière de Laurent Borelli. Ouais. On y Quand va, on sera, on aura vraiment beaucoup progressé. Pour l'instant, on n'y est pas, et donc on a des outils d'aide à la rédaction. Il y a des outils de vérification de ce qui a été fait, après derrière qui existent, etc. Et c'est tout cet écosystème qui permet de faire des textes. Et l'objectif, c'est de raccourcir le temps de travail des rédacteurs, donc d'augmenter leur productivité ou leur revenu, ou peu importe. Nous, on estime qu'avec Your Text Guru, on gagne 30% de temps de travail quand on est rédacteur. Il y a un test très, très intéressant à faire. Alors le mot que Fred m'avait passé, c'était cryolipolyse. Donc en fait, l'idée c'est quoi? C'est de prendre un mot que tu... Alors déjà, il faudrait pas l'utiliser comme ça, hein. Si tu le confirmes, normalement, il faut pas juste lui mettre un mot-clé. Il faut lui poser une vraie question. Alors maintenant, en mettant un mot-clé, on commence, voilà, on a beaucoup travaillé sur la compréhension de la requête, on a fait des modifs, donc ça donne des résultats, mais il vaut mieux mettre, par exemple, où faire sa Voilà, cryolipolyse, ou qu'est-ce qu'une cryolipolyse, ça marchera beaucoup mieux parce que ça permet de comprendre l'intention. d'accord. La fameuse intention derrière le mot-clé, qui est mon grand discours, mais bon, si on a le temps, on y reviendra. Mais cryolipolyse, ce qui est intéressant avec le tirage, donc le résultat de Your Text Guru, c'est que je ne sais pas ce que ça veut dire, mais grâce à tous les mots que le Your Text Guru me sort, j'arrive à cerner qu'effectivement, il s'agit d'une méthode de liposuction, et même d'une méthode de liposuction de la culotte de cheval. C'est tout un programme. Tout à moi. Donc c'est le test ultime qui est c'est le fameux jeu pyramide où il est question pour un champion, un truc comme ça, à partir d'une chaîne de termes, Oui, tu devines tu oui, devines. c'est exactement ça. C'est très visible aussi sur les requêtes qui sont des recettes de cuisine, par exemple. On voit vraiment littéralement apparaître la recette de cuisine dans les résultats. D'accord. Ah ouais, Alors, bah, bien sûr, c'est pas dans l'ordre, etc., mais on voit tous les mots qu'il faut. On voit, je sais pas, farine, œuf mélangé, blanc, neige, etc. Donc, on peut deviner, si on a une vague idée du truc, ce qu'il faut faire. moi, mon problème, c'est que moi, la cuisine, je sais pas pour toi, mais je suis pas trop. Ouais, pour moi, la cuisine, c'est sortir sa carte bleue au resto. Ouais, je sais très bien commander. Ouais, voilà. C'est tout ce que je fais. Next. Donc, on est maintenant arrivé. Les masterclass. Est-ce qu'il y a eu des masterclass en 2016? Bien sûr, il y en a eu. On a fait trois enfin, on a fait plusieurs, mais il y a eu trois différentes masterclass, mais plusieurs fois. On a eu celle moteur classique. On a un peu remis au goût du jour, comme d'habitude, hein. Dedans, il y a un petit peu de machine learning, il y a un petit peu de tout ça, mais ça reste le principe de comment fonctionne un moteur. On a cette nouvelle masterclass qui marche vraiment très bien, qui a une forte adhésion, qui est: tu es web marketer, tu n'as jamais entendu parler du machine learning, qu'est-ce que c'est, quels sont les principaux algos, et rentre chez toi avec des algos que tu peux mettre en place toi-même. On donne du code, etc. Une personne qui vient chez nous, elle a un système de recommandation, elle a tout ça. D'accord. Et donc ça, c'est un truc d'une journée. Et on avait cette masterclass qui est sur la vitesse, donc vraiment comment améliorer le temps de chargement des sites, etc., qui est une masterclass très technique d'une journée. Alors c'est vraiment très très technique. Même ceux qui pensaient et qui disaient: ah, moi je les connais déjà, une fois qu'ils viennent, ils font: ah ben en fait, j'ai beaucoup appris. C'est tellement technique que le débouché est très petit et on va probablement changer de modalité parce qu'en présence, il n'y a jamais assez de monde pour venir. Ouais. C'est le problème des formations très 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 techniques, ça. Et en parallèle, on a fait secrètement pour un client, je peux dire qui c'est OS France, ils m'ont autorisé à en parler. On a testé chez eux la formation R et Python par les mini-projets. C'est-à-dire que je veux, par exemple, faire des tableaux de reporting avec Analytics. Comment je les fais en R, comment je les fais en Python? On donne le code, on accompagne les gens, etc. On a fait cette formation qui marche très bien. Là, on est en train de se poser la question de comment est-ce qu'on peut la donner au plus grand nombre. Parce que le vrai problème de ces formations, c'est que c'est des formations qui sont sur des mois pour que les gens puissent apprendre à programmer tranquillement. Et c'est très impliquant. Il faut que les gens soient ciblés, il faut qu'ils fassent des exercices, il faut que les exercices soient corrigés, il faut que si les gens
ne travaillent pas, on téléphone pour les fouetter, etc. Alors quand c'est dans une entreprise qu'on forme les mecs, bah, il y a une incitative parce que le patron nous autorise à les engueuler. Quand c'est des gens qui viennent de l'extérieur, c'est plus compliqué, donc on ne sait pas encore comment. Donc 2017, pareil, repartir. Mais c'est vrai que le rythme est moins effréné qu'il y a 2 ans. Vous faites beaucoup Tout à fait. moins Alors, de dates. parce que quand on est arrivé, bah, il y avait tous les gens qui nous connaissaient, qui voulaient absolument suivre la formation, et donc on avait une demande effrénée. Maintenant, on est sur des rythmes de formation tout à fait normaux, c'est-à-dire chaque formation est complète. On a une liste d'attente, mais voilà, il y a plus 300 personnes qui veulent se former dans l'année au machine learning ou au moteur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que il suffit de pouvoir rassembler quelques dizaines de personnes Et c'est réglé. et Et en vous plus, venez. voilà. Et globalement, on est 2 fois moins cher que les formations standards. Donc voilà, nous, on vient, on est ravis de venir, etc. On se déplace. Euh, on a vu, je pense qu'on allait à peu près partout en France, par exemple. On est allé à l'étranger, on est allé en Suisse. C'est pas très loin, hein, mais bon, c'était quand même à l'étranger. Donc oui, non, non, on se déplace sans problème. Il suffit voilà, si c'est sur Paris, 8-9 personnes, on peut faire. Ailleurs, c'est 12-13 personnes, quoi, grosso modo. Mhm. Par exemple, les Bretons sont en train de se mettre ensemble là pour nous faire venir. Les Bretons. Les Ah Bretons. oui, oui, oui. Mais là, par contre, tu vas pas pouvoir t'échapper à l'apéro, c'est rude, hein. J'ai appris avec les années parce que j'ai beaucoup de clients là-bas. Ah oui, ben oui, c'est vrai, Rouen, tout ça, et Normandie, Bretagne, c'est pas si loin. Voilà, T'es à la bonne école. c'est ça. Ensuite, next, ouais, on en a. Ton actualité est tellement riche. On a parlé un petit peu de Quant, mais Quant, c'est quand même, c'est vrai que c'est, bah, je dirais, c'est un peu notre fierté nationale, quoi. Moi, je le soutiens corps et âme, et je le défendrai jusqu'au bout parce que c'est un chouette projet et ça a le mérite d'exister surtout, hein. Ouais, c'est un projet qui est en constante, je sais pas comment dire, en constante évolution, c'est sûr, mais qui est sur une pente croissante assez forte et aussi il y a une accélération permanente de l'adhésion de l'équipe aussi. On grossit assez vite. Voilà, on a fait une réunion la dernière fois. Je vais pas compter combien il y avait de personnes dans la salle. Il y avait toute la boîte. Je pense qu'on est au moins une cinquantaine ou pas loin de la cinquantaine. À la louche, on remplit tout l'open space qui est à Nice, quoi, quand on est tous là pour se rencontrer avant Noël. Euh, on a pas mal de recrutements qui ont été faits récemment. Je sais pas, par exemple, on a un directeur, je sais pas quel est son titre officiel, Guillaume Champeau, qui était l'ancien patron de Numérama, qui nous a rejoint et qui est notre garant éthique. Voilà. On a musclé l'équipe R&D. Je sais même pas combien on est, mais je pense qu'il y a 6-7 personnes maintenant qui sont dans la partie R&D. Et sur la partie recherche, on augmente au fur et à mesure parce que c'est quand même la partie recherche, ça coûte cher et puis c'est pas toujours immédiatement. Il y a des fois des mois, voire qui peuvent s'écouler entre l'idée d'un algo et la mise en production. Donc voilà, c'est. Oui, mais Mais faut pas oublier que aussi, attends, ça fait 3 ans, quoi. ouais, moi, par exemple, je suis chez Pente pour la recherche depuis septembre 2014 et officiellement Chief Scientist, comme on dit, depuis, je pense, janvier 2015 ou février 2015. Et donc, voilà, on avance, mais on est parti littéralement un peu de zéro, puisque voilà, le choix d'Éric Léandri et des autres fondateurs, c'était un moteur sans tracking, donc ça voulait dire des nouvelles technos, des nouveaux algos, etc. C'était pas possible de reprendre ce qui était fait par les copains les confrères pour recopier. Donc voilà, c'était un travail depuis zéro et c'est un travail qui avance. C'est pas toujours facile, hein. Des fois, voilà, les gens s'en rendent compte hein, quand ils testent. Des fois, il y a des trucs qui marchent pas aussi bien qu'on le voudrait. Mais voilà, on travaille au mieux de T'as notre quand possible. même une interface qui est très sympa, t'as un moteur qui fonctionne, enfin ça te donne des résultats. Bon, de toute façon, je pense aujourd'hui, sauf si tu commences à fouiller un peu plus en détail, Google est supérieur, mais quand tu fais tes recherches, tu les retrouves sur n'importe quel moteur. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Il y a des. Alors, je sais pas si j'ai le droit d'en parler de ça, des trucs que C'est j'ai que vus sur la vidéo c'est notamment. que tu n'as pas le droit. Non, non, je crois que j'ai pas le droit d'en parler, mais j'ai vu des trucs sur la vidéo, sur la recherche dans les vidéos. J'ai vu enfin, j'ai vu plein de choses dont j'ai pas le droit de parler qui sont quand même assez bluffantes. Et
plus que tout, je dirais que c'est un, comment dire, Quant c'était un pari un peu improbable, qui avait tellement de chances d'échouer, que finalement, je suis assez content quoi, que ça, que ça ait réussi. Quoi. Ça y est, le plus dur est fait aujourd'hui. Et surtout, oui, voilà ce que j'allais dire de pas trop con. Le bot de Quant, on commence à le voir passer dans les logs maintenant. C'est vrai, alors je sais pas si le plus dur est fait, moi je n'irai pas jusque-là, mais parce que je trouve que c'est toujours La le plus moitié important. du chemin, disons. Voilà, on va dire qu'en tout cas, Si on veut, ouais. La moitié du chemin, si je veux être précis par rapport à ma pensée, dont je on ne est peux sur, pas parler. on est sur le chemin en tout cas. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est même tout un tas de petits trucs. Moi, il y a des satisfactions sur des. Par exemple, il y a donc dans le système de news, que moi je trouve vraiment très bien, qui est vraiment basé sur des idées. Il y a même certaines idées, voilà, c'est un des ingénieurs chez Quant, débutant, au moment où il est arrivé, qui a dit ah, j'ai l'idée de faire un truc, il a eu une très bonne idée. Donc après, on travaille dessus, on l'améliore, ça marche. Et voilà, il y a des trucs. Il y a un mini algo qui est là juste pour dire quelles sont les personnes qui font l'actualité. Ouais. Ça a l'air de rien, mais en fait, c'est super pratique, c'est super sympa. On a envie de savoir de qui on parle à un moment donné. Hop, on peut le savoir grâce à cet algo qui repère les personnes les plus importantes dans l'actualité. C'est un tout petit truc. Ça a été un travail de développement pas très long, en fait. Voilà, il faut une idée. Et voilà, en quelques jours, on peut faire un premier prototype et tout. Après, le mettre en prod, c'est une autre perte de temps. Et c'est des petites satisfactions parce qu'en fait, personne ne le propose. Aujourd'hui, il y a pas de moteur qui dit voilà, la personne qui fait l'actu, c'est machin. C'est Manuel Valls, c'est François Hollande. Ça n'existe pas ailleurs. Après, le petit défaut de Quant qui est en train de se solutionner, il est plus, à mon avis, sur la com. Là, j'ai vu des efforts pour essayer de mieux communiquer, plus cohérent, arriver. Laurent. Pardon? Moi, je ne vois aucun défaut. Pas défaut, mais disons, c'était. Mais c'est pas que Quant d'ailleurs, il y a plein de trucs. Je préfère le dire pour le public, c'était une blague. Quand tu vois par exemple, même Twitter, quoi, j'ai découvert récemment dashboard.twitter.com. Est-ce que tu connaissais dashboard.twitter quoi? Est-ce que tu connais analytics.twitter.com? Oui, ça oui. Ouais, mais va voir dashboard.twitter.com. Il y a un truc absolument fabuleux qui a été annoncé, oui, ok, mais peut-être pas assez fort parce que c'est. Ouais, c'est un véritable tool pour gérer programmer, tout ça. Enfin, c'est TweetDeck, mais mieux, quoi. D'accord, je ne connaissais pas du tout. C'est un vrai dashboard pour version plus B2B de l'approche du compte Twitter. Non, très très bien foutu. Bon, bref, tout ça pour dire que la com, on ne communiquera jamais assez bien, jamais assez. C'est toujours perfectible. Et oui, je crois que il y a en plus pareil cette problématique de la langue quoi. Il faut communiquer, il faut garder l'esprit français et communiquer avec les Français. Là récemment il y a eu la division de compte Twitter, donc il y a un compte Twitter anglais, un autre français. Tout ça c'est assez compliqué, c'est assez neuf et c'est bon c'est en cours quoi. Donc Quant, on va arrêter de parler de Quant parce que sinon c'est frustrant. On peut parler que de trucs dont on n'a pas le droit de parler et on va avoir des problèmes. Donc c'est ça. Si Eric était là avec nous, je dis pas parce qu'il est responsable de tout ce qu'il dit. Voilà. Voilà. Mais même j'ai donc réalisé une interview avec Eric et on a réussi à se faire engueuler justement par le monsieur de Numérama puisque j'avais tweeté un truc qu'il fallait pas que je tweete. Donc même avec Eric des fois on fait des boulettes. Bon bref c'est compliqué ces boîtes qui font plein de choses et qui sont sur plein de projets. Quand est-ce qu'on peut parler de quelque chose ou pas parler de quelque chose, ça c'est toujours mon gros problème quoi. Mais bon bref. Next. Alors après on arrive voilà l'été se passe. T'as pas trop pris de vacances je crois. Hein, t'as même fait limite burn-out l'an dernier. Hein, tellement t'as bossé toi. Ouais, pendant l'été, j'étais très fatigué. J'ai pris 10 grosses journées de vacances. En plus, il y avait pour notre GPUB, il fallait voilà les recherches de fonds, etc. Ça a été un peu fatigant. Et j'avoue que là, même par exemple, je suis sur les rotules. Vivement dans 2 jours, là, je suis en vacances. Et je suis pressé. Les cadeaux et après les vacances, voilà. Le 10 jours de vacances pendant l'été, c'est pas assez. Ça, c'est clair que. C'est pas assez, non, ça. Je me suis fait engueuler par ma femme d'ailleurs. Voilà, tu vois. Ouais. Et puis elle est sévère en plus, hein. Ah, exactement. Elle regardera pas la vidéo. Ouais, elle regarde, voyez si au cas où.
Coucou. Non, bah ouais, après l'été, là, voilà, ça a été la rentrée, donc on est sur tous les projets. Les outils se finissent les uns derrière les autres, donc là, c'est la phase un peu plus à la fois sympathique parce que voilà, on est dans des phases de vente ou des outils, de relations clients beaucoup. C'est aussi un peu des fois déprimant parce que moi je code moins, c'est plutôt le reste de l'équipe qui code. Moi je voyage plus et je code moins. C'est la période des confs aussi qui commence. Alors j'allais y venir, que du web aussi, mais d'abord, bon, toi participer à plein de conférences, Voilà. ça c'est la partie qui, ouais. En fait, toujours pareil, je sais pas refuser. Donc, par exemple, je vais au UDX en janvier, je suis ravi d'y aller, je fais un exposé sur le deep learning. Enfin, je crois, si je me souviens bien. C'est vrai que j'avais pas percuté. J'ai mon dernier thésard qui soutient la veille, par exemple. Donc, je serai à Caen la veille au matin et à Cannes le lendemain. Ouais. Voilà, donc c'est des trucs, voilà. Mais les confs, moi, j'adore y aller. Donc, même quand je vais pas faire d'exposé, de toute façon, j'y vais. Mais c'est vrai que c'est une fatigue, mais c'est un plaisir, quoi. Mais voilà, il y a beaucoup de trucs. Alors, bien sûr, on a que du web. Ce sera fin avril cette année. J'engage les gens à y aller. Bientôt, il y aura le programme. On sera sur 2 jours, mais globalement, toutes les confs, j'encourage les gens à y aller parce que c'est intéressant de faire les confs. Cette année, le truc amusant, je l'évoque rapidement parce que tu ne voudras peut-être pas en parler, mais je vais au SMX cette année parce que, comme l'année dernière, j'ai été personnalité de l'année, en fait, je suis président du jury cette année. Ah, excellent. Donc voilà, donc je vais être le président du jury des Semi Awards. Donc j'encourage d'ailleurs les agences à se porter candidates pour les prix qui sont liés aux agences, hein, meilleure campagne, etc. Et donc voilà, donc je serai cette année littéralement à quasiment toutes les courses. D'accord. Mais à certaines, j'y serai en tant que spectateur. Hein. Je serai à Angers en tant que spectateur, au SMX en tant que spectateur. D'autres, vous me verrez intervenir. Je ne sais pas si les programmes sont publics, mais vous me verrez à Genève. Vous verrez sans doute 2 fois. Voilà. Donc il y a des choses comme ça où je serai. Et puis voilà, bon, c'est l'occasion de se rencontrer. Ben, de toute façon, ouais, les événements, là j'ai pris beaucoup de plaisir à Toulouse, au SO d'Awadé. Alors j'étais pas à celui-là par contre. Mais j'ai d'ailleurs pris énormément de plaisir à y aller en tant que simple, justement, ne plus aller en tant qu'intervenant. J'y suis allé avec ma caméra finalement pour filmer. C'est presque. Enfin, moi je pense que c'est plus agréable en fait. Parce qu'on a tout le temps qu'on veut pour. Ben, tu sais, en fait, c'est pas difficile de faire des conférences, mais t'as quand même ce truc. Enfin, c'est pas difficile pour toi ou moi, mais il y a quand même ce truc, c'est là, ça te pèse avant. Après, t'as quand même toute l'adrénaline, machin, il te faut un moment pour redescendre, donc tu profites pas vraiment, ni avant, ni après. Et puis, il faut pas oublier un truc, c'est que quand tu es conférencier, tu es moins tranquille parce qu'une fois ta conférence finie, les gens viennent te voir, etc. Oui, C'est un plaisir, mais voilà, ça fait partie de la représentation. Alors que quand on y va en tant que spectateur, si on est fatigué, si on a envie de boire un coup tranquille, personne vient nous emmerder. exactement. Enfin, je dis pas que les gens nous emmerdent quand ils viennent parler à une conf. Mais c'est vrai qu'on est fatigué et tout, des fois, c'est dur, quoi. Non, non, moi j'ai, en fait, je dis pas que je reprendrai pas un jour, mais trop, c'est trop, et j'étais parti pareil à trop dire oui, et c'est pas possible. Mais à mon grand regret, ma dernière conférence n'a jamais eu lieu, puisque ça devait être à que du web. Et pour la petite histoire, c'était en pleine pendant les grèves. Et j'avais regardé mais toutes les options possibles, imaginables. Train, bateau, bus, avion, machin. Quoi qu'il arrive, j'étais niqué. C'est-à-dire que c'était impossible de... Encore partir, c'était à peu près possible, mais revenir, impossible, quoi. Je pouvais Ouais, mais pas ça a rentrer été chez le moi. problème de plusieurs. C'est comme. Il y a... Ouais, mais moi, c'est pas rentrer à Paris, de Deauville. Moi, c'est Oui, non, non, rentrer à mais Andorre, ce qui est vachement plus les loin, quoi. Marseillais, je pense que ils ont été en galère comme pas possible. C'était qui? C'était Julien. Julien Ringard, ouais. Ouais, lui, je sais que ça a été très compliqué. Il a fait du covoiturage, etc. Enfin, ça a été une merde sans nom pour revenir. Mais moi, j'ai subi le même truc quand on est allé pour le UDX. Alors là, j'y étais en participant. C'était super agréable sur le bateau, tranquille, avec le petit barbecue là et le rosé. Arrive l'apéro du soir et moi, je voulais rentrer pour rentrer chez moi, quoi. Et donc, les lascars de Yuda m'emmènent à la gare. Je rentre dans le train et je suis arrivé à 3 heures du matin à Paris Ah, en merde. partant à 18 heures, un truc comme ça, parce qu'il y a eu un suicide, c'est malheureux, hein, Ouais. sur une voie, et donc ils ont bloqué le TGV, et après on est passé derrière tous les autres trains. Ah, ouais. Bon.
Ouais, Pour ceux qui me disaient en temps de vie, j'ai galéré, je me dis, ah ouais, je te crois. Là, les voyages impossibles, c'est bon, ça fait partie. C'est clair qu'une fois arrivé à destination, tout est chouette, mais il y a la partie partir d'un endroit, arriver à un autre, où il y a ce moment-là. tous ceux qui sont faisables, comme ça, j'y vais en voiture. Même à Genève, je suis allé en voiture, par exemple. Hum. Ouais, mais bon, au moins, je suis sûr d'arriver, quoi. Ouais. Moi, sinon, moi, je peux pas. C'est trop loin là. Bah là, c'est vraiment très loin. Ouais. Ouais. Attends, il me faudrait. Je sais Ouais, même pas combien de temps il me faudrait pour aller à Deauville. moins de 9 heures. Ouh. Ouais. Ouais, je sais pas, il faudrait voir, mais ça fait loin. Bon, bref, en tout cas, tu me dis c'est en avril cette année. Ouais, c'est 27-28 avril. 27-28 avril, faudra que je regarde. Il me semble que j'ai quelques. Non, bah ouais, écoute, why not, hein, je vais essayer cette fois-ci de me rattraper et de venir en tant que En participant. plus, tiens, je peux te donner une exclue. Le prix d'inscription pour 2 jours sera TTC de 150 euros, donc hors taxe 125 euros. Donc on est à 2 fois moins cher que l'année dernière. Et je rappelle quand même que du web, c'est rapidement assis comme étant l'événement le plus chouette de toute la planète francophone. Ça me fait Chouette, plaisir de l'entendre. c'est en tout cas le ressenti, que ce soit au niveau de l'accueil, au niveau de la bouffe. Bon, on parle beaucoup de la bouffe, qui est, paraît-il, excellente, du lieu, des rencontres, de tout. Les sponsors sont ravis, tout le monde. Enfin, non, sérieux quoi. C'est pas parce que c'est toi, mais c'est quand même l'événement qui fait jaser, l'événement incontournable. Et c'est vrai que c'est bien dommage qu'il y ait eu ces grèves en plein milieu, quoi. Ouais, Mais bon, l'année dernière, ouais, c'était un peu. Mais bon, c'est comme ça, hein. c'est fait. Next time. Donc que du web, écoute, ben on est rendu à quasiment à la fin de ton année alors. Oui, oui, bah oui, là, je pense qu'on est, On a fait le tour de toute la péronnée actualité. tout à fait, ouais. Mais tu vois, il y a un truc, si, moi, ce que je voudrais dire par rapport un peu, ce que ça nous a permis de voir cette année, je le redis, mais parce que voilà, c'est vraiment cette progression technique chez les SEO, la prise en main d'outils vraiment très techniques et voilà, je vais le dire comme je le pense, mais c'est peut-être pas l'adroit et certains le prendront mal, mais c'est la première année où j'ai vraiment le sentiment que dans le SEO, les gens se sont appropriés les algos de manière plus globale qu'avant. C'est-à-dire avant, il y avait toujours une ou deux personnes qui avaient fait des trucs. Voilà. Cette année, il y a vraiment, quand on voit sur les forums les discussions, là, les gens parlent des algos en détail. Vraiment, c'est pas genre, ah, Google a un algo qui fait ça, c'est, ah, Ouais. Google a un algo qui va utiliser la TF-IDF, qui va donner du poids au trust parce qu'il a un algo, etc. Et donc, on arrive à des discussions avec un vrai fond algorithmique dans la communauté SEO. Et pour moi, ça, c'est une vraie bascule. Les gens commencent même à comprendre le machine learning, vraiment, et c'est un vrai plaisir de voir ça, en fait. Je suis dans la communauté SEO depuis 2004, je pense. Au tout début, il y avait des discussions très techniques, mais on était vraiment un tout petit noyau. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Vraiment, c'était un peu confidentiel. C'était plus facile. Il y a eu un élargissement de la communauté avec peut-être un appauvrissement technique. Et là, on est revenu à un niveau technique beaucoup plus haut, je pense. Ben, j'ai pas. Ouais, c'est vrai que je suis peut-être moins sur les forums, tout ça, mais c'est vrai que j'ai le sentiment surtout que il y a une plus, il y a pas, en tout cas, on parle de plus d'algo. Avant, c'était quand même PageRank, cosinus de Salton. Après, il y a la fréquence d'Angram qui est arrivée, TF-IDF, TF-IDF qui est quand même au cœur de bien des débats. C'est quand même TF-IDF qui ressort toujours et encore, hein, on dirait. C'est et puis ouais, les gens se sont mis à la page. Le bon SEO, de toute façon, s'adapte. Les autres, ils ont arrêté ou abandonné ou ils sont morts, j'en sais rien. Mais ceux qui sont encore là ont emboîté le pas. Et le technical SEO est éminemment nécessaire aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs, je pense, la seule chose qui reste d'intéressante à faire. Parce que qu'est-ce que tu vas faire, quoi? Des audits de sites, du link building. C'est quand même. C'est nécessaire que les gens le fassent, alors. Oui, il faut le faire, mais quand tu veux théoriser ou parler SEO, c'est quand même, je trouve, un petit peu plus. Les stratégies de contenu, les fonctionnements des moteurs, un petit peu plus enrichissant et il y a plus de choses à dire que ben, le prochain spot où tu peux poser ton backlink. Et puis il y a aussi peut-être aussi cette diminution des discours sur
les contournements, sur voilà, comment exploiter les faiblesses algorithmiques ou le black hat. Il y a la frontière, il n'y a plus tellement de frontières aujourd'hui. Disons que c'est dans la manipulation dans les règles de l'art et saine des algorithmes. C'est plus essayer de les exploiter, c'est essayer de les comprendre. C'est ça, oui, tout à fait, oui. Ça a changé, c'est ça. C'est vraiment, au lieu d'essayer de trouver les raccourcis, c'est maintenant comment on peut draguer Google, comment on peut lui plaire, comment on peut le séduire, qu'est-ce qui fait que mon contenu va être plus apprécié que par rapport à d'autres, et la réflexion à partir de là découle de... Il y a plein de choses qui partent de ça, ouais, non, je suis d'accord avec toi. Maintenant, quand tu commences il y a ce premier niveau, d'accord, les discussions sur les forums, sur le TF-IDF, et puis après, il y a quand tu commences à aller piocher dans research.google.com, là, où j'y vais toujours régulièrement, et il y a des fois, tu te dis, waouh, quand même, mais qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête, les mecs, quoi. Il y a des trucs quand même vraiment de l'espace, quoi, honnêtement. Il y a de tout, et puis il faut bien comprendre que... mais c'est vrai, même chez Quant, où on a des publis, et on n'a pas encore fait la page qui les montre, mais voilà, on finira par la faire. Il y a ce qui est fait en recherche, et ce qui est fait en vrai après en production. C'est pas forcément la même chose, parce qu'il y a des idées, elles sont belles, mais pour dans 10 ans. C'est comme dit 512 Banque, Kevin Richard, il dit c'est un peu des fois des délires de mecs bourrés, quoi. Et sans aller jusque-là, en tout cas, effectivement, il y a des trucs. Nous, on a eu des idées d'algo. Objectivement, peut-être dans 3, 4, 5 ans, ce sera intéressant de penser à les mettre en place, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Parce qu'il y a des trucs, ça n'aurait même aucun sens. Par exemple, dans le filtrage anti-spam et ce genre de choses, il y a des choses qu'on peut faire incroyables, ça vaut pas le coup de les mettre en place pour l'instant. Ouais. Mais même économiquement. Je veux dire, moi, quand je dis après à mes collègues chez Quant, j'ai une idée qui fait ça, première chose qu'ils font, faut pas oublier un truc, c'est que le moteur, il faut quand même il y a des notions de rentabilité, etc. Ouais. Combien ça coûte de le mettre en place? Déjà, c'est le premier truc où les gens font la gueule. Après, c'est qu'est-ce que ça rapporte. Si ça coûte et que ça rapporte rien, voilà, et que ça sert pas à grand chose, c'est ridicule. C'est ça, et c'est aussi le sanity check, il faut pas que se fasse déconner ce qui est déjà en place. Et aussi, exactement, etc. Par exemple, c'est là, Google, moi je pense, avec l'arrivée du learning, et notamment de la partie deep learning pour certaines tâches, donc les réseaux de neurones, pour le dire plus clairement, ils ont pris un risque énorme. Ils avaient des choses qui fonctionnaient pas mal, et ils les remplacent par un coup de poker. C'est ça, parce que c'est un peu en liberté. Ils savent... Ils savent pas trop, ils s'est lâché comme ça, en pleine nature. Voilà, je pense qu'ils sauront rebondir rapidement s'il y a des problèmes, mais c'est compliqué. Hein. C'est compliqué de. Voilà, ils tentent. D'ailleurs, c'est pour ça que Mitzinger est parti, lui, il voulait pas de ça. Ouais. Voilà, bon, on verra. Quoi. Et je répète quand même que le moteur de recherche Google n'est plus une priorité depuis bien longtemps chez Google. Je ne sais plus la dernière fois où ça a été mentionné dans un quarterly report. C'est littéralement la pompe à fric. Et il y a une interview de Astro Taylor, le patron de Google X, qui est édifiante à ce sujet parce qu'il parle de je ne sais plus quel projet qui a coûté des centaines de millions. Et il dit donc, et il le dit explicitement, il dit voilà, c'est la pub Google qui a payé le projet. Ah ouais. Mais c'est révélateur, je pense qu'ils ne voulaient pas forcément le dire. Là, il l'a dit à ce moment-là, c'est que vraiment, pour tous ces gens-là, le moteur est la pompe à fric pour les autres projets. Il y a un article sur le New York Times sur l'intelligence artificielle, mais surtout qui parle de la traduction. Apparemment, ça serait quand même un domaine où là, il y a eu de l'avancée, quoi. C'est vrai que le fameux Google Translate, ça n'a, je sais pas, je l'ai pas testé depuis. Enfin, c'était nul, quoi. En plus, il y a un truc, c'est que, alors c'est-à-dire que dans le learning, il y a tout un tas de courants de pensée, l'apprentissage par renforcement, l'apprentissage profond avec des réseaux de neurones, etc. Alors, les réseaux de neurones récurrents, adversariaux, il y a une ramification de types d'algo absolument invraisemblable. Il y a un truc qui n'était absolument pas travaillé depuis des années, qui est,
alors, je sais pas quel est le nom officiel, mais qui est l'apprentissage analogique. C'est-à-dire que ce que j'ai appris à faire dans un contexte, je ne le réapprends pas dans un nouveau contexte parce que je peux transposer. Alors, je sais pas, l'exemple typique, c'est si je sais enfoncer un clou avec un marteau, je sais aussi enfoncer un clou avec une masse. C'est pas le même outil, c'est pas le même contexte, mais voilà, je peux apprendre. C'est un peu le même geste, etc. Donc voilà, je vais transposer mon geste. Et en matière de, alors, je vais arriver à pourquoi j'en parle, hein, c'est à cause de la traduction automatique. C'est-à-dire que actuellement, il y a un article de recherche sur Google Research là-dessus. Si ils arrivent à faire apprendre à un réseau de neurones, par exemple, la traduction de l'anglais vers le chinois, puis la traduction du chinois vers l'italien, puis etc. En fait, ils arrivent à faire apprendre après à créer des traducteurs qui vont d'une langue à une autre sans qu'ils n'aient jamais eu besoin d'apprendre réellement la traduction. C'est-à-dire qu'ils passent par un langage intermédiaire qui a été appris automatiquement et créé automatiquement par la machine. C'est pas du tout clair ce que je viens de dire. C'est imaginons que je sache traduire de l'anglais vers l'italien et de l'italien vers l'espagnol. Maintenant, on me donne un texte en anglais, on me demande de le traduire en espagnol. Ouais. Comment on fait? En vérité, il y a une manière besogneuse de faire qui est de passer par l'italien et puis d'utiliser l'outil. Mais un être humain, quand il a appris les trucs, finalement, il va apprendre à traduire automatiquement de l'anglais vers l'espagnol. Il va savoir faire les correspondances automatiquement. Ça, c'est ce qu'on appelle le raisonnement analogique. Et en machine learning, actuellement, chez Google, ils ont trouvé comment faire pour réaliser ça. Il y a aussi l'histoire du cat paper, là. Tu as suivi ça? C'est justement, je te passerai l'article du New York Times, mais où il y a ce... Donc maintenant, pour reconnaître des images donc, de chats, soi-disant, ils n'ont plus forcément besoin d'avoir des images taguées comme étant des chats, quoi. Oui, mais il faut à un moment donné au moins en taguer une, je crois. Enfin voilà, c'est moi, enfin, ce que j'ai vu, je sais pas si c'est de ce truc-là dont il parle, mais c'est Attends, il faut que... Attends, c'était... Donc là, je suis... What the cat paper demonstrated was that a neural network with more than 1 billion synaptic connections, 100 times larger than any publicized blah blah, could observe raw, unlabeled data and pick out for itself a high-order human concept. C'est ça. En fait, la machine arrive à repérer les différents types d'animaux, par exemple. Alors, sauf qu'il ne sait pas que c'est un chat, parce que personne lui a dit que ça s'appelait un chat. Mais il repère, il différencie les chats des chiens, par exemple. Voilà, il arrive à faire la différence entre les choses. Il ne sait pas forcément qu'est-ce que c'est que cette chose, mais il peut les... Et après, si tu lui dis, bah là, ce truc, c'est un chat, il te dit, bah moi, je peux t'en donner des centaines de milliers d'autres, parce que je les ai tous trouvés. Ah oui, j'ai vu ce truc. Alors, je n'ai pas vu le papier du New York Times, mais effectivement, ce truc-là, moi, je regarderai. Oui, après, c'est un peu une longue lecture, mais à l'intérieur, il y avait ce truc du cat paper que je trouvais assez singulier. Je mettrai aussi l'article dans la description du podcast. Je mettrai les 250 000 liens de ton actualité, de tous tes trucs. J'espère pouvoir te voir à Deauville. Il faut que je réserve la date là dès maintenant pour pouvoir faire le voyage et pas être occupé à autre chose. Et puis voilà quoi. Et toi, on va te voir à tous les événements SEO de France et de Navarre. Tu fais la tournée. À Cannes, à Angers, à Paris, j'en oublie forcément, à Genève, à Deauville. Mais il faudrait venir aux vrais événements SEO qui sont les European Search Awards, les UK Search Awards. Voilà, ceux-là, tu les as pas fait encore. Ben non, personne ne me dit qu'il y a ça. Je découvre toujours par toi sur Twitter. Ce qu'il faut, il faut déjà vouloir. Il y a deux choses. Soit il faut vouloir participer, donc soumettre sa candidature pour gagner une statuette. Ou sinon, c'est à Cracovie, en Pologne, les prochains. Mais après, sinon, oui, il faut connaître des gens qui ont des... Mais là, t'avais effectivement Quant qui avait une table, donc tu aurais pu venir, quoi. Quant était sponsor à Paris. Bravo. Donc, non, c'est une autre dimension. Honnêtement, c'est vraiment un truc... Il y a que les anglo-saxons pour pouvoir faire des choses comme ça, d'un tel... Enfin, c'est tellement même pas nécessaire, tu vois, de faire tout ce... mais c'est chouette aussi, quoi. C'est vraiment un gala, quoi. C'est l'occasion de mettre mes costumes, quoi. Ouais, c'est l'occasion de sortir. Parce que les mecs, ils vont pas en costume ou en truc, c'est vraiment en smoking. En smoking, quoi. Tu voulais dire tuxedo. Il y a que les Français qui, comme moi, ils vont sans cravate, machin, pas trop rasés, mais sinon, les mecs, ils sont...
En- Même les femmes, tenue de soirée et tout. Et... Ouais, non, je recommande à tous ceux qui ont quelque chose, qui ont envie de gagner un trophée parce que ils ont fait une super opération avec leur agence ou un super outil ou ce que vous voulez, de participer. C'est quand même une sacrée expérience, quoi. Et ça fait partie aussi des choses qui m'ont fait réaliser que nous n'étions rien du tout, puisqu'il a fallu, et j'ai même dû vraiment personnellement cravacher pour arriver à les faire gagner, Botify, quoi. Parce que personne ne les connaissait, quoi. À la place de Botify, qui allait gagner, c'était pas Deep Crawl ou un truc comme ça. Si, Deep Crawl, je crois. C'est ça, c'est un crawler, ouais. C'est un collant, ouais. Et j'aurais dit, mais les gars, vous pouvez pas faire gagner Deep Crawl par rapport à Botify, c'est pas possible. Ils sont pas dans ils boxent pas dans la même catégorie. Donc j'ai dû même leur faire une démo vite fait au juge, machin, pour. Et ça joue à pas grand chose, mais ouais, même quand. Parce que le problème, c'est que il y a un dossier à remplir, d'accord, pour participer. Et ben, si le dossier est mal rempli, t'es mal jugé, quoi. Mhm. Mais oui, ça, tu parlais des preuves scientifiques, ben, les preuves sociales, gagner, je sais pas si ça a changé ta life de gagner les CMI, je sais pas quoi là, mais par contre, celui qui gagne la statuette de personnalité de l'année au European Search Awards ou au UK Search Awards au niveau donc des pays, ça leur change la vie. Les Ah, mecs qui... ça a pas changé ma vie, mais ça a un vrai impact. De toute façon, même à ce niveau-là, ça a un vrai impact en fait. Ouais, non, c'est une marque de reconnaissance, hein, vraiment, quoi. Ben, comme elle avait été à son époque aussi, la fameuse élection des meilleurs référenceurs de France, je vais pas cracher dessus, hein, ça. Et ça fait même très plaisir, hein. Moi, ça m'a fait sourire quand on m'a dit que j'avais ça, mais au final, on est content quand on est sur scène avec le petit trophée, on fait son petit discours, et puis tout le monde. Bah attends, c'est une marque de reconnaissance, faut Ah, pas. ah oui, non, non, ça C'est là-dessus. d'une certaine manière, ouais, c'était pères qui t'honorent, qui t'ont élu. Et c'était la même chose pour le classement du journal du net, quoi. D'ailleurs, ce serait malvenu même, c'est vrai que de le refuser ou ce genre de choses, ça n'a pas de sens en fait. Alors, la différence quand même avec ce que tu as gagné et les autres, c'est que toi, que la personnalité de l'année, que ce soit les European Search Awards ou la copie, la pâle copie SMX, t'es pas, alors tu peux soumettre, hein, mais c'est quand même les juges qui décident de Ah quelqu'un. oui, oui, je le Voilà. dis, je n'ai pas du tout, je ne me suis pas porté Voilà, candidat. tu débats. Tandis que dans les autres catégories, le problème, c'est que souvent, on doit choisir parmi les moins pires. Ou en tout cas, il y a pas, il y a des catégories, par exemple, au UK Search Awards, pour la catégorie Best PPC Campaign, 230 candidats. Ah, ouais. 230 candidats. Je sais pas si t'imagines, c'est un truc de fou furieux, quoi. Ouais. Ouais, donc, c'est énormissime. 230 candidats pour une catégorie, c'est parce que c'est des catégories Best SEO Campaign, Best PPC Campaign, Best SEO Agency, Best PPC Agency, c'est Best Software SEO, tout ça, ouais, ça transforme un business, quoi. Donc, bah écoute, sur ce, moi je vais te souhaiter. T'as quelque chose à ajouter? Non, non, je crois que j'ai tout dit. Faut pas que les gens hésitent à me contacter sur Twitter, par exemple, @esperonet, Il y a par tout- mail. tous les liens dans le billet, dans la description. Et bien sûr, je te souhaite d'excellentes fêtes. Mais de même, et à tous nos auditeurs et toute l'audience. Je sais pas comment on dit quand c'est à la télé, enfin quand c'est sur l'écran. Tous nos téléspectateurs, Tous les, tous ceux qui regardent le podcast. tous les spectateurs, ouais. Ouais, Tous les spectateurs, meilleurs vœux, et on se retrouve donc en 2017. exactement. La bise, ciao!